Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, écrit en 1931. Publié en langue anglaise sous le titre Brave New World, avec l'épigraphe suivante en français: les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois, et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Nicolas Berdiev. Chapitre 1. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres central » et, dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. « Et ceci, » dit le directeur, ouvrant la porte, « c'est la salle de fécondation. » Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer, dans ce chantonnement ou ce sifflotement inconscient, par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants, nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressaient, pénétrés d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que le grand homme parlait, il griffonnait désespérément. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Le DIC de Londres central s'attachait toujours à faire à ses nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. « Simplement, pour vous donner une idée d'ensemble, » leur expliquait-il, car il fallait, bien entendu, qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait qu'ils fissent leur travail intelligemment, et cependant qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois découpé et aux collections de timbres, qui constituent l'armature de la société. Demain, ajoutait-il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieux. Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités. D'ici là, c'était un privilège, de la source même, droit au cahier de notes. Les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, plutôt maigre, mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, que parvenait tout juste à recouvrir, lorsqu'il ne parlait pas, ses lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, 30 ans, 50, 55, c'était difficile à dire. Et, au surplus, la question ne se posait pas. Dans cette année de stabilité, cette année 632 de NF, il ne venait à l'idée de personne de la poser. « Je vais commencer par le commencement, » dit le DIC,
et les étudiants les plus zélés notèrent son intention dans le cahier. Commencer au commencement. Ceci, il agita la main, ce sont les couveuses. Et, ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte-tubes empilés les uns sur les autres et pleins de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine. Maintenu, expliqua-t-il, à la température du sang. Tandis que les gamètes mâles, et il ouvrit alors une autre porte, doivent être gardés à 35 degrés au lieu de 37. La pleine température du sang stérilise. Des béliers enveloppés de thermogènes ne procréent pas d'agneaux. Toujours appuyé contre les couveuses, il leur servit, tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages, une brève description du procédé moderne de la fécondation. Il parla d'abord, bien entendu, de son introduction chirurgicale. Cette opération, subie volontairement pour le bien de la société, sans compter qu'elle comporte une prime se montant à 6 mois d'appointement, il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant et en plein développement, passa à des considérations sur la température, la salinité, la viscosité optimale, fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité, et, menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai, comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparation microscopique spécialement tiédie, comment les ovules qu'elle contenait étaient examinés au point de vue des caractères anormaux, comptés et transférés dans un récipient poreux, comment, et il les emmena à leur voir cette opération, ce récipient était immergé dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui y nageaient librement, à la concentration minima de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il, et comment, au bout de 10 minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau. Comment, s'il y restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois et, si c'était nécessaire, une troisième. Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses, où les alphas et les bêtas demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive, tandis que les gammas, les deltas et les epsilon en étaient extraits, au bout de 36 heures, seulement pour être soumis au procédé Bokanovski. « Au procédé Bokanovski !» répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. « Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la normale. Mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser, de 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et chaque embryon un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 96 êtres humains là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. Le progrès. La bokanovskification, dit le DIC, pour conclure, consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement. Nous enrayons la croissance normale et, assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant. Les crayons s'affairèrent. Il tendit le bras. Sur un transporteur à mouvement très lent, un porte-tube plein de tubes à essai pénétrait dans une grande caisse métallique, un autre en sortait. Il y avait un léger ronflement de machine. Les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout, leur expliquait-il, soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf. Un petit nombre mourait. Des autres, les moins influencés, se divisaient en 2. La plupart proliféraient en 4 bourgeons. Quelques-uns en 8. Tous étaient renvoyés aux couveuses, où les bourgeons commençaient à se développer. Puis, au bout de 2 jours, on les soumettait soudain au froid et à l'arrêt de croissance. En 2, en 4, en 8, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour. Puis, ayant bourgeonné, ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau et, ayant bourgeonné, on les laissait alors se développer en paix,
bourgeons des bourgeons des bourgeons. Tout nouvel arrêt de croissance étant généralement fatal. À ce moment, l'œuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons compris entre 8 et 96. Ce qui est, vous en conviendrez, un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigres groupes de 2 ou 3, comme aux jours anciens de reproduction vivipare, alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines, d'un coup. Par vingtaines, répéta le directeur, et il écarta les bras comme s'il faisait des libéralités à une foule. Par vingtaines. Mais l'un des étudiants fut assez sot pour demander en quoi résidait l'avantage. « Mon bon ami !» Le directeur se tourna vivement vers lui. « Vous ne voyez donc pas ? Vous ne voyez pas ?» Il leva la main. Il prit une expression solennelle. « Le procédé Bokanovski est l'un des instruments majeurs de la stabilité sociale. » Instrument majeur de la stabilité sociale. Des hommes et des femmes conformes au type normal, en groupes uniformes. Tout le personnel d'une petite usine constitué par les produits d'un seul œuf bokanovskifié. 96 jumeaux identiques, faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme. On sait vraiment où l'on va. Pour la première fois dans l'histoire, il cita la devise planétaire. Communauté, identité, stabilité. Des mots grandioses. Si nous pouvions bokanovskifier indéfiniment, tout le problème serait résolu. Résolu par des gammas du type normal, des deltas invariables, des epsilon uniformes, des millions de jumeaux identiques, le principe de la production en série appliqué enfin à la biologie. Mais, hélas, le directeur hocha la tête. Nous ne pouvons pas bokanovskifier indéfiniment. 96, telle semblait être la limite. 72, une bonne moyenne. Fabriquer avec le même ovaire et les gamètes du même mâle, autant de groupes que possible de jumeaux identiques, c'était là ce qu'il pouvait faire de mieux. Un mieux qui n'était malheureusement qu'un pis-aller. Et cela, c'était déjà difficile. Car, dans la nature, il faut 30 ans pour que 200 ovules arrivent à maturité. Mais notre tâche, c'est de stabiliser la population en ce moment, ici, maintenant. Produire des jumeaux au compte-gouttes tout au long d'un quart de siècle, à quoi cela servirait-il ? Manifestement, cela ne servirait absolument de rien. Mais la technique de PODSMAP avait immensément accéléré le processus de la maturation. On pouvait s'assurer au moins 150 œufs mûrs en l'espace de 2 ans, que l'on féconde et que l'on bokanovskifie, en d'autres termes, qu'on multiplie par 72. Et l'on obtient une moyenne de presque 11 000 frères et sœurs dans 150 groupes de jumeaux identiques, tous du même âge, à 2 ans près. Et dans des cas exceptionnels, nous pouvons nous faire livrer par un seul ovaire plus de 15 000 individus adultes. Faisant signe à un jeune homme blond au teint vermeil qui passait par hasard à ce moment. « Monsieur Foster » appela-t-il. Le jeune homme au teint vermeil s'approcha. « Pourriez-vous nous indiquer le chiffre maximum obtenu d'un seul ovaire, monsieur Foster » « 16 012 dans ce centre-ci, » répondit monsieur Foster sans aucune hésitation. Il parlait très vite, avait l'œil bleu et vif, et prenait un plaisir évident à citer des chiffres. 16 012, en 189 groupes d'identiques. Mais bien entendu, on a fait beaucoup mieux, continua-t-il vigoureusement, dans quelques-uns des centres tropicaux. Singapour en a souvent produit plus de 16 500, et Mombasa a effectivement atteint les 17 000. Mais c'est qu'ils sont injustement privilégiés aussi. Il faut voir comment un ovaire de noir réagit au liquide pituitaire. Il y a là de quoi vous étonner quand on est habitué à travailler sur des matériaux européens. Néanmoins, ajouta-t-il en riant, mais l'éclair de la lutte était dans ses yeux et le soulèvement de son menton
était un défi. Néanmoins, nous avons l'intention de les dépasser, s'il y a moyen. Je travaille en ce moment sur un merveilleux ovaire de delta-. Il n'a que 18 mois, tout juste. Plus de 12 700 enfants déjà, soit décantés, soit en embryon. Et il en veut encore. Nous arriverons encore à les battre. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, s'écria le directeur, et il donna une tape sur l'épaule de M. Foster. Venez donc avec nous, et faites profiter ces gamins de votre savoir d'expert. M. Foster sourit modestement. Avec plaisir. Ils le suivirent. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Des plaques de péritoine de truie, toutes coupées aux dimensions voulues, arrivaient continuellement dans de petits monte-charges, du magasin aux organes dans le sous-sol. Bzz, et puis flac, les portes du monte-charge s'ouvraient toutes grandes. Le garnisseur de flocons n'avait qu'à allonger la main, prendre la plaque, l'introduire, aplatir les bords, et avant que le flacon ainsi garni eût le temps de s'éloigner, hors de la portée le long du transporteur sans fin, bzz, flac, une autre plaque de péritoine était montée vivement des profondeurs souterraines, prête à être introduite dans un autre flacon, le suivant dans cette lente procession interminable sur le transporteur. Après les garnisseurs, il y avait les immatriculeurs. Un à un, les œufs étaient transférés de leur tube à essai dans les récipients plus grands. Avec dextérité, la garniture de péritoine était incisée, la morula y était mise en place, la solution saline y était versée, et déjà le flacon était passé plus loin, et c'était au tour des étiqueteurs. L'hérédité, la date de fécondation, les indications relatives au groupe Bokanovski, tous les détails étaient transférés de tube à essai à flacon. Non plus anonymes, mais nommés, identifiés. La procession reprenait lentement sa marche à travers une ouverture de la cloison, sa marche pour entrer dans la salle de prédestination sociale. 88 mètres cubes de fiches sur carton, dit M. Foster avec un plaisir manifeste, comme ils entraient. Contenant tous les renseignements utiles, ajouta le directeur. Mise à jour tous les matins et coordonnée tous les jours dans l'après-midi, sur la base desquels sont faits les calculs. Tant d'individus de telle et telle qualité, dit M. Foster, répartis en telle et telle quantité. Le pourcentage de décantation optimum à n'importe quel moment donné. Les pertes imprévues étant promptement compensées. Promptement, répéta M. Foster. Si vous saviez combien j'ai dû faire d'heures supplémentaires après le dernier tremblement de terre au Japon. Il eut un rire de bonne humeur et hocha la tête. Les prédestinateurs envoient leurs chiffres aux fécondateurs, qui leur donnent les embryons qu'ils demandent. Et les flacons arrivent ici pour être prédestinés en détail. Après quoi, on les descend au dépôt des embryons, où nous allons maintenant nous rendre nous-mêmes. Et, ouvrant une porte, M. Foster se mit à leur tête pour descendre un escalier et les mener au sous-sol. La température était encore tropicale. Ils descendirent dans une pénombre qui s'épaississait. 2 portes et un couloir à double tournant protégeaient la cave contre toute infiltration possible du jour. « Les embryons ressemblent à une pellicule photographique, » dit M. Foster d'un ton badin, ouvrant la seconde porte d'une poussée. « Ils ne peuvent supporter que la lumière rouge. » Et, en effet, l'obscurité, où régnait une chaleur lourde dans laquelle les étudiants le suivirent alors, était visible et cramoisie, comme, par un après-midi d'été, l'est l'obscurité perçue sous les paupières closes. Les flancs bombés des flacons qui s'alignaient à l'infini, rangés sur rangées, étage sur étage, étincelaient en rubis innombrables. Et parmi les rubis se déplaçaient les spectres rouges et vagues d'hommes et de femmes aux yeux pourprés, aux faces rutilantes de lupic. Un bourdonnement, un fracas de machines imprimait à l'air un léger frémissement. « Donnez-leur quelques chiffres, Monsieur Foster, » dit le directeur, qui était fatigué de parler. Monsieur Foster n'était que trop heureux de les leur donner. 220 mètres de long, 200 de large, 10 de haut. Il tendit la main en l'air.
Comme des poulets qui boivent, les étudiants levèrent les yeux vers le plafond lointain. 3 étages de porte-flacons. Au niveau du sol, première galerie, deuxième galerie. La charpente métallique, légère comme une toile d'araignée, des galeries superposées se perdaient dans toutes les directions jusque dans l'obscurité. Près d'eux, 3 fantômes rouges étaient activement occupés à décharger des dames Jeanne qu'ils enlevaient d'un escalier mobile. L'escalator, partant de la salle de prédestination sociale. Chaque flacon pouvait être placé sur l'un d'entre 15 porte-bouteilles dont chacun, bien qu'on ne puisse en apercevoir, était un transporteur avançant à la vitesse de 33 cm, un tiers à l'heure. 267 jours à raison de 8 mètres par jour. 2136 mètres en tout. Un tour de la cave au niveau du sol, un autre sur la première galerie, la moitié d'un autre sur la seconde, et, le 267e matin, la lumière du jour dans la salle de décantation. Dès lors, l'existence indépendante, ainsi dénommée. Mais dans cet intervalle de temps, dit M. Foster pour conclure, nous avons réussi à leur faire pas mal de choses. Oh, beaucoup de choses. Son rire était averti et triomphant. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, dit de nouveau le directeur. Faisons le tour. Donnez-leur toutes les explications, Monsieur Foster. Monsieur Foster les leur donna congrument. Il leur parla de l'embryon, se développant sur un lit de péritoine. Il leur fit goûter le riche pseudo-sang dont il se nourrit. Il expliqua pourquoi il avait besoin d'être stimulé par de la placentine et de la thyroxine. Il leur parla de l'extrait de corpus luteum. Il leur montra les ajutages par lesquels, à tous les 12 mètres entre 0 et 2040, il est injecté automatiquement. Il parla de ces doses graduellement croissantes de liquide pituitaire administrées au cours des 96 derniers mètres de leur parcours. Il décrivit la circulation maternelle artificielle installée sur chaque flacon au mètre 112. Leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets. Il dit un mot de la tendance fâcheuse de l'embryon à l'anémie, des doses massives d'extraits d'estomac de porc et de foie de poulain fœtal qu'il est nécessaire, en conséquence, de lui fournir. Il leur montra le mécanisme simple au moyen duquel, pendant les 2 derniers mètres de chaque parcours de nuit, on secoue simultanément tous les embryons pour les familiariser avec le mouvement. Il fit allusion à la gravité de ce qu'on appelle le traumatisme de décantation et énuméra les précautions prises afin de réduire au minimum, par un dressage approprié de l'embryon en flacon, ce choc dangereux. Il leur parla des épreuves de sexe effectuées au voisinage du mètre 200. Il expliqua le système d'étiquetage, un T pour les mâles, un cercle pour les femelles. Et pour ceux qui étaient destinés à devenir des neutres, un point d'interrogation noir sur un fond blanc. Car, bien entendu, dit M. Foster, dans l'immense majorité des cas, la fécondité est tout bonnement une gêne. Un ovaire fertile sur 1200, voilà qui serait largement suffisant pour nos besoins. Mais nous désirons avoir un bon choix. Et bien entendu, il faut toujours conserver une marge de sécurité énorme. Aussi, laissons-nous se développer normalement jusqu'à 30% des embryons femelles. Les autres reçoivent une dose d'hormones sexuelles mâles à tous les 24 mètres pendant le reste du parcours. Résultat, quand on les décante, ils sont neutres, absolument normaux au point de vue de la structure, sauf, fut-il obligé de reconnaître, qu'ils ont, il est vrai, un rien de tendance à la croissance d'une barbe. Mais stérile, garantie stérile. Ce qui nous amène enfin, continua M. Foster, à quitter le domaine de la simple imitation stérile de la nature pour entrer dans le monde beaucoup plus intéressant de l'invention humaine. Il se frotta les mains, car, bien entendu, on ne se contentait pas de couver simplement des embryons, cela, n'importe quelle vache est capable de le faire. En outre, nous prédestinons et conditionnons, nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, de futurs vidangeurs ou de futurs, il était sur le point de dire, futurs administrateurs mondiaux. Mais, se reprenant, il dit,
futur directeur de l'incubation. Le Dick fut sensible au compliment qu'il reçut avec un sourire. Ils en étaient au mètre 320 sur le porte-bouteille numéro 11. Un jeune mécanicien, bêta-, était occupé à travailler avec un tournevis et une clé anglaise à la pompe à pseudo-sang d'un flacon qui passait. Le ronflement du moteur électrique devenait plus grave, par fraction de ton, tandis qu'il vissait les écrous. Plus grave, plus grave. Une torsion finale, un coup d'œil sur le compteur de tours, et il eut terminé. Il avança de 2 pas le long de la rangée et recommença la même opération sur la pompe suivante. « Il diminue le nombre de tours à la minute », expliqua M. Foster. « Le pseudo-sang circule plus lentement. Il passe par conséquent dans les poumons à intervalles plus longs. Il donne par suite à l'embryon moins d'oxygène. Rien de tel que la pénurie d'oxygène pour maintenir un embryon au-dessous de la normale. » De nouveau, il se frotta les mains. « Mais pourquoi voulez-vous maintenir l'embryon au-dessous de la normale ?» demanda un étudiant ingénu. « Quel âne !» dit le directeur, rompant un long silence. « Ne vous est-il jamais venu à l'idée qu'il faut à un embryon d'epsilon un milieu d'epsilon, aussi bien qu'une hérédité d'epsilon ?» Cela ne lui était évidemment pas venu à l'idée. Il fut couvert de confusion. « Plus la caste est basse, dit M. Foster, moins on donne d'oxygène. Le premier organe affecté, c'est le cerveau. Ensuite, le squelette. À 70% d'oxygène normal, on obtient des nains. À moins de 70%, des monstres sans yeux, lesquels ne sont absolument d'aucune utilité, dit M. Foster pour conclure. Tandis que sa voix se fit confidentielle, avide d'exposer ce qu'il avait à dire. Si l'on pouvait découvrir une technique pour réduire la durée de maturation, quel bienfait ce serait pour la société. Considérez le cheval. Ils le considérèrent. Mûr à 6 ans. L'éléphant à 10. Alors qu'à 13 ans, un homme n'est pas encore mûr sexuellement et n'est adulte qu'à 20 ans. D'où, bien entendu, ce fruit du développement retardé, l'intelligence humaine. Mais chez les epsilon, dit fort justement M. Foster, nous n'avons pas besoin d'intelligence humaine. On n'en a pas besoin et on ne l'obtient pas. Mais bien que chez l'epsilon l'esprit soit mûr à 10 ans, il en faut 18 avant que le corps soit propre au travail. Que de longues années d'immaturité, superflues et gaspillées. S'il était possible d'accélérer le développement physique jusqu'à le rendre aussi rapide, mettons, que celui d'une vache, quelle économie énorme il en résulterait pour la communauté. Énorme, murmurèrent les étudiants. L'enthousiasme de M. Foster était contagieux. Ses explications se firent plus techniques. Il parla de la coordination anormale des endocrines, qui fait que les hommes croissent si lentement. Il admit, pour l'expliquer, une mutation germinale. Peut-on détruire les effets de cette mutation germinale? Peut-on faire régresser l'embryon d'epsilon au moyen d'une technique appropriée jusqu'au caractère normal qui existe chez les chiens et les vaches? Tel était le problème, et il était sur le point d'être résolu. Pilkington, à Mombasa, avait produit des individus qui étaient sexuellement mûrs à 4 ans et de taille adulte à 6 ans et demi. Triomphe scientifique, mais socialement sans utilité. Des hommes et des femmes de 6 ans et demi étaient trop bêtes pour accomplir même le travail d'epsilon, et le processus était du type tout ou rien. Ou bien l'on ne réussissait à modifier rien du tout, ou bien l'on modifiait complètement. On essayait encore de trouver le compromis idéal entre des adultes de 20 ans et des adultes de 6 ans. Jusqu'à présent, sans succès. M. Foster soupira et hocha la tête. Leur pérégrination, parmi la pénombre cramoisie, les avait amenés au voisinage de mètre 170 sur le porte-bouteille numéro 9. À partir de ce point, le porte-bouteille numéro 9 disparaissait dans une gaine, et les flacons accomplissaient le restant de leur trajet dans une sorte de tunnel, interrompu çà et là par des ouvertures de 2 ou 3 mètres de large. « Le conditionnement à la chaleur, dit M. Foster. » Des tunnels chauds alternaient avec des tunnels rafraîchis. La fraîcheur était alliée à d'autres désagréments sous forme de rayons X durs. Lorsqu'ils en arrivaient à être décantés,
les embryons avaient horreur du froid. Ils étaient prédestinés à émigrer dans les tropiques, à être mineurs, tisserands de soie à l'acétate et ouvriers dans les aciéries. Plus tard, leur esprit serait formé de façon à confirmer le jugement de leur corps. Nous les conditionnons de telle sorte qu'ils se portent bien à la chaleur, dit M. Foster en conclusion. Nos collègues là-haut leur apprendront à l'aimer. Et c'est là, dit sentencieusement le directeur, en guise de contribution à cet exposé, qu'est le secret du bonheur et de la vertu. Aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Dans un intervalle entre deux tunnels, une infirmière était en train de sonder délicatement, au moyen d'une seringue longue et fine, le contenu gélatineux d'un flacon qui passait. Les étudiants et leur guide s'arrêtèrent pour la regarder quelques instants en silence. « Eh bien, Lénina, dit M. Foster, lorsqu'enfin elle dégagea la seringue et se releva. La jeune fille se retourna avec un sursaut. On voyait qu'elle était exceptionnellement jolie, bien que l'éclairage lui fît un masque de lupus et des yeux pourprés. Henri, son sourire lui décocha un éclair rouge, une rangée de dents de corail. Charmante, charmante, murmura le directeur, et, lui donnant 2 ou 3 petites tapes, il reçut en échange, pour sa part, un sourire un peu déférent. « Qu'est-ce que vous leur donnez là ?» demanda M. Foster, imprimant à sa voix un ton fort professionnel. « Oh, la typhoïde et la maladie du sommeil habituelle. » Les travailleurs des tropiques commencent à subir des inoculations au mètre 150, expliqua M. Foster aux étudiants. Les embryons ont encore des branchies, comme les poissons. Nous immunisons le poisson contre les maladies de l'homme à venir. Puis, se retournant vers Lénina. 5h moins 10 sur le toit, ce soir, dit-il. Comme d'habitude. Charmante, dit le directeur une fois de plus, et, avec une petite tape finale, il s'éloigna derrière les autres. Sur le porte-bouteille numéro 10, des rangées de travailleurs des industries chimiques de la génération à venir étaient dressés à supporter le plomb, la soude caustique, le goudron, le chlore. Le premier, d'un groupe de 250 mécaniciens embryonnaires d'avions-fusées, passait précisément devant le repère du mètre 1100 sur le porte-bouteille numéro 3. Un mécanisme spécial maintenait leur récipient en rotation constante. Pour améliorer chez eux le sens de l'équilibre, expliqua M. Foster. Effectuer des réparations à l'extérieur d'un avion-fusée en plein air, c'est un travail délicat. Nous ralentissons la circulation quand ils sont en position normale, de façon qu'ils soient à moitié affamés, et nous doublons l'afflux de pseudo-sang quand ils sont la tête en bas. Ils apprennent à associer le renversement avec le bien-être. En fait, ils ne sont véritablement heureux que lorsqu'ils se tiennent sur la tête. Et maintenant, reprit M. Foster, je voudrais vous montrer un conditionnement très intéressant pour intellectuels alpha+. Nous en avons un groupe important sur le porte-bouteille numéro 5. Au niveau de la première galerie, cria-t-il à 2 gamins qui s'étaient mis à descendre au rez-de-chaussée. Ils sont aux environs du mètre 900, expliqua-t-il. On ne peut, en somme, effectuer aucun conditionnement utile avant que les fœtus aient perdu leur queue. Suivez-moi. Mais le directeur avait regardé sa montre. 3h moins 10, dit-il. Je crains que nous n'ayons pas de temps à consacrer aux embryons intellectuels. Il faut que nous montions aux pouponnières avant que les enfants aient fini leur sieste d'après-midi. M. Foster fut déçu. Au moins, un coup d'œil sur la salle de décantation, supplia-t-il. Allons, soit. Le directeur sourit avec indulgence. Rien qu'un coup d'œil. Chapitre 2. Ils laissèrent M. Foster dans la salle de décantation. Le DIC et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au 5e étage. Pouponnière, salle de conditionnement néo-pavlovien, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur ouvrit une porte. Ils se trouvèrent dans une vaste pièce vide, très claire et ensoleillée, car toute la paroi exposée au sud ne formait qu'une fenêtre.
une demi-douzaine d'infirmières vêtues des pantalons et des jaquettes d'uniforme réglementaires en toile blanche de viscose, les cheveux aseptiquement cachés sous des bonnets blancs, étaient occupées à disposer sur le plancher des vases de roses suivant une longue rangée d'un bout à l'autre de la pièce. De grands vases, garnis de fleurs bien serrées, des milliers de pétales, pleinement épanouis, et d'une douceur soyeuse, semblable aux joues d'innombrables petits chérubins, mais des chérubins qui, dans cette lumière brillante, n'étaient pas exclusivement roses et ariens, mais aussi lumineusement chinois, mexicains aussi, apoplectiques aussi d'avoir trop soufflé dans des trompettes célestes, pâles comme la mort aussi, pâles de la blancheur posthume du marbre. Les infirmières se raidirent au garde-à-vous à l'entrée du DIC. « Installez les livres, dit-il sèchement. En silence, les infirmières obéirent à son commandement. Entre les vases de roses, les livres furent dûment disposés, une rangée d'in-quarto enfantins, ouverts d'une façon tentante, chacun sur quelque image gaiement coloriée de bêtes, de poissons ou d'oiseaux. « À présent, faites entrer les enfants. » Elles sortirent en hâte de la pièce et rentrèrent au bout d'une minute ou deux, poussant chacune une espèce de haute serveuse chargée sur chacun de ces 4 rayons en toile métallique de bébés de 8 mois, tous exactement pareils. Un groupe de Bokanovski, c'était manifeste. Et tous, puisqu'ils appartenaient à la caste Delta, vêtus de kaki. Posez-les par terre. On déchargea les enfants. À présent, tournez-les de façon qu'ils puissent voir les fleurs et les livres. Tournés, les bébés firent immédiatement silence. Puis, ils se mirent à ramper vers ces masses de couleurs brillantes, ces formes si gaies et si vives sur les pages blanches. Tandis qu'ils s'en approchaient, le soleil se dégagea d'une éclipse momentanée où l'avait maintenu un nuage. Les roses flamboyèrent, comme sous l'effet d'une passion interne soudaine. Une énergie nouvelle et profonde parut se répandre sur les pages luisantes des livres. Des rangs des bébés, rampant à 4 pattes, s'élevaient des petits piaillements de surexcitation, des gazouillements et des sifflotements de plaisir. Le directeur se frotta les mains. « Excellent, dit-il. On n'aurait guère fait mieux si ça avait été arrangé tout exprès. » Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. 2 petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses transfigurées, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés. Puis, « Observez bien, dit-il. » Et, levant la main, il donna le signal. L'infirmière chef, qui se tenait à côté d'un tableau de commande électrique à l'autre bout de la pièce, abaissa un petit levier. Il y eut une explosion violente. Perçante, toujours plus perçante, une sirène siffla. Des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent. Leurs visages étaient distordus de terreur. « Et maintenant » cria le directeur, car le bruit était assourdissant. « Maintenant, nous passons à l'opération qui a pour but de faire pénétrer la leçon bien à fond, au moyen d'une légère secousse électrique. » Il agita de nouveau la main, et l'infirmière chef abaissa un second levier. Les cris des enfants changèrent soudain de ton. Il y avait quelque chose de désespéré, de presque dément, dans les hurlements perçants et spasmodiques qu'ils lancèrent alors. Leurs petits corps se contractaient et se raidissaient. Leurs membres s'agitaient en mouvements saccadés, comme sous le tiraillement de fils invisibles. « Nous pouvons faire passer le courant dans toute cette bande de plancher, » glapit le directeur en guise d'explication. « Mais cela suffit, » dit-il, comme signal à l'infirmière. Les explosions cessèrent, les sonneries s'arrêtèrent, le hurlement de la sirène s'amortit, descendant de ton en ton jusqu'au silence. Les corps raidis et contractés se détendirent, et ce qui avait été les sanglots et les abois de fous furieux en herbe se répandit de nouveau en hurlements normaux de terreur ordinaire. « Offrez-leur encore une fois les fleurs et les livres. » Les infirmières obéirent, mais à l'approche des roses, à la simple vue de ces images gaiement coloriées du minet, du cocorico ou du mouton noir qui fait bé bé, les enfants se reculèrent avec horreur. Leurs hurlements s'accrurent soudain en intensité. « Observez !» dit triomphalement le directeur. « Observez !» Les livres et les bruits intenses, les fleurs et les secousses électriques, déjà, dans l'esprit de l'enfant,
ces couples étaient liés de façon compromettante. Et, au bout de 200 répétitions de la même leçon ou d'une autre semblable, ils seraient mariés indissolublement. Ce que l'homme a uni, la nature est impuissante à le séparer. Et ils grandiront avec ce que les psychologues appelaient une haine instinctive des livres et des fleurs, des réflexes inaltérablement conditionnés. Ils seront à l'abri des livres et de la botanique pendant toute leur vie. Le directeur se tourna vers les infirmières. « Remportez-les !» Toujours hurlant, les bébés en kaki furent chargés sur leurs serveuses et roulés hors de la pièce, laissant derrière eux une odeur de lait aigre et un silence fort bienvenu. L'un des étudiants leva la main, et bien qu'il comprît fort bien pourquoi l'on ne pouvait pas tolérer que des gens de caste inférieure gaspillassent le temps de la communauté avec des livres, et qu'il y avait toujours le danger qu'ils lussent quelque chose qui fît indésirablement déconditionner un de leurs réflexes, cependant, en somme, il ne concevait pas ce qui avait trait aux fleurs. Pourquoi se donner la peine de rendre psychologiquement impossible au delta l'amour des fleurs? Patiemment, le Dick donna des explications. Si l'on faisait en sorte que les enfants se missent à hurler à la vue d'une rose, c'était pour des raisons de haute politique économique. Il n'y a pas si longtemps, voilà un siècle environ, on avait conditionné les gammas, les deltas, voire les epsilon, à aimer les fleurs en particulier et la nature sauvage en général. Le but visé, c'était de faire naître en eux le désir d'aller à la campagne chaque fois que l'occasion s'en présentait, et de les obliger ainsi à consommer du transport. « Et ne consommaient-ils pas de transport ?» demanda l'étudiant. « Si, et même en assez grande quantité, » répondit le Dick, « mais rien de plus. Les primes verts et les paysages, fit-il observer, ont un défaut grave. Ils sont gratuits. L'amour de la nature ne fournit de travail à nulle usine. On décida d'abolir l'amour de la nature, du moins parmi les basses classes. D'abolir l'amour de la nature, mais non point la tendance à consommer du transport. Car il était essentiel, bien entendu, qu'on continuât à aller à la campagne, même si l'on avait cela en horreur. Le problème consistait à trouver à la consommation du transport une raison économiquement mieux fondée qu'une simple affection pour les primes verts et les paysages. Elle fut dûment découverte. « Nous conditionnons les masses à détester la campagne, » dit le directeur pour conclure. « Mais simultanément, nous les conditionnons à raffoler de tous les sports en plein air. En même temps, nous faisons le nécessaire pour que tous les sports de plein air entraînent l'emploi d'appareils compliqués, de sorte qu'on consomme des articles manufacturés aussi bien que du transport. D'où ces secousses électriques. »« Je comprends, » dit l'étudiant, et il resta silencieux, éperdu d'admiration. Il y eut un silence. Puis, tout sautant pour se dégager la voix, « Il était une fois, » commença le directeur, « alors que notre Ford était encore de ce monde, un petit garçon qui s'appelait Reuben Rabinovitch. Reuben était l'enfant de parents de langue polonaise. » Le directeur s'interrompit. « Vous savez ce que c'est que le polonais, je suppose. »« Une langue morte ? Comme le français et l'allemand, » ajouta un autre étudiant, exhibant avec zèle son savoir. « Et parents ? » questionna le Dick. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. Ils n'avaient pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation, importante mais souvent fort ténue, qui sépare l'ordure de la science pure. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. « Les êtres humains, autrefois, étaient, dit-il avec hésitation, le sang lui affluait aux joues. Enfin, ils étaient vivipares. »« Très bien, » le directeur approuva d'un signe de tête. « Et quand les bébés étaient décantés, »« Naissaient, corrigea-t-il. »« Eh bien alors, c'étaient les parents, c'est-à-dire pas les bébés, bien entendu, les autres. » Le pauvre garçon était éperdu de confusion. « En un mot, » résuma le directeur, « les parents étaient le père et la mère. » Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. « La mère, » répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science, et, se penchant en arrière sur sa chaise, « Ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais.
Mais aussi, la plupart des faits historiques sont désagréables. Il revint au petit Reuben. Au petit Reuben, dans la chambre de qui, un soir par négligence, son père et sa mère, avaient par hasard laissé en fonctionnement l'appareil de TSF. Car il faut se souvenir qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient toujours élevés par leurs parents et non dans les centres de conditionnement de l'État. Pendant que l'enfant dormait, l'appareil commença soudain à transmettre un programme de radiophonie de Londres. Et le lendemain matin, à l'étonnement de son et de sa les plus effrontés parmi les jeunes gens se risquèrent à échanger un ricanement, le petit Reuben se réveilla en répétant mot à mot une longue conférence de ce curieux écrivain ancien, l'un des très rares dont on ait autorisé la transmission des œuvres jusqu'à nous, Georges Bernard Shaw, qui parlait, suivant une tradition bien établie, de son propre génie. Pour le clin d'œil et la ricanement du petit Reuben, cette conférence fut bien entendu parfaitement incompréhensible, et s'imaginant que leur enfant était devenu subitement fou, ils firent venir un médecin. Celui-ci, heureusement, comprenait l'anglais, reconnut le discours pour celui de Shaw, que Shaw avait diffusé par TSF, se rendit compte de l'importance de ce qui était arrivé, et écrivit à ce sujet une lettre à la presse médicale. Le principe de l'enseignement pendant le sommeil, ou hypnopédie, avait été découvert. Le DIC fit une pause impressionnante. Le principe avait été découvert, mais il devait s'écouler bien des années avant que ce principe reçût des applications utiles. Le cas du petit Reuben ne se produisit que 23 ans après le lancement du premier modèle en T de notre Ford. Ici, le directeur fit un signe de T à hauteur de son estomac, et tous les étudiants l'imitèrent révérencieusement. Et pourtant, furieusement les étudiants griffonnèrent. L'hypnopédie, premier emploi officiel en l'an 214 de NF. Pourquoi pas plus tôt? 2 raisons. Petit a, ces premiers expérimentateurs, disait le DIC, étaient sur une mauvaise voie. Ils croyaient qu'on pouvait faire de l'hypnopédie un instrument d'éducation intellectuelle. Un petit garçon, endormi sur le côté droit, le bras droit hors du lit, la main droite pendant mollement par-dessus le bord, sortant d'une ouverture ronde et grillagée dans la paroi d'une boîte, une voix parle doucement. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique, et le second pour la longueur, de tous les fleuves du globe. Bien qu'il n'atteigne pas la longueur du Mississippi-Missouri, le Nil arrive en tête de tous les fleuves pour l'importance du bassin qui s'étend sur 35 degrés de latitude. Au petit déjeuner le lendemain matin. « Tommy, dit quelqu'un, sais-tu quel est le plus long fleuve d'Afrique ?» Des signes de tête en dénégation. « Mais ne te souviens-tu pas de quelque chose qui commence ainsi? Le Nil est le... » « Le Nil est le plus grand fleuve d'Afrique et le second pour la longueur de tous les fleuves du globe. » Les mots sortent en se précipitant. « Bien qu'ils n'atteignent pas, eh bien dis-moi maintenant quel est le plus long fleuve d'Afrique. » Les yeux sont ternes. « Je n'en sais rien. »« Mais le Nil, Tommy. »« Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et le second. »« Alors, quel est le fleuve le plus long, Tommy ?» Tommy fond en larmes. « J'en sais rien, pleurniche-t-il. » C'est cette pleurnicherie, le directeur le leur fit clairement comprendre, qui découragea les premiers chercheurs. Les expériences furent abandonnées. On ne fit plus de tentatives pour apprendre aux enfants la longueur du Nil pendant leur sommeil. Fort judicieusement. On ne peut apprendre une science à moins qu'on ne sache pertinemment de quoi il s'agit. Tandis que, s'ils avaient seulement commencé par l'éducation morale, dit le directeur, conduisant la bande vers la porte. Les étudiants le suivirent, griffonnant désespérément tout en marchant et pendant tout le trajet en ascenseur. L'éducation morale, qui ne doit jamais, en aucune circonstance, être rationnelle. « Silence, silence !» murmura un haut-parleur, tandis qu'il sortait de l'ascenseur au 14e étage. Et « Silence, silence !» répétèrent infatigablement les pavillons des instruments à intervalles réguliers le long de chaque couloir. Les étudiants, et jusqu'au directeur lui-même, se haussèrent automatiquement sur la pointe des pieds. Ils étaient des alphas, bien entendu, mais les alphas eux-mêmes ont été bien conditionnés. « Silence, silence !»
Toute l'atmosphère du 14e étage vibrait d'impératifs catégoriques. 50 mètres de parcours sur la pointe des pieds les amenèrent à une porte que le directeur ouvrit avec précaution. Ils franchirent le seuil et pénétrèrent dans la pénombre d'un dortoir aux volets clos. 80 petits lits s'alignaient le long du mur. Il y avait un bruit de respiration légère et régulière et un murmure continu, comme de voix très basses chuchotant au loin. Une infirmière se leva comme ils entraient et se mit au garde-à-vous devant le directeur. « Quelle est la leçon cet après-midi » demanda-t-il. « Nous avons fait du sexe élémentaire pendant les 40 premières minutes, » répondit-elle. « Mais maintenant, on a réglé l'appareil sur le cours élémentaire de sentiments des classes sociales. » Le directeur parcourut lentement la longue file des petits lits. Roses et détendus par le sommeil, 80 petits garçons et petites filles étaient étendus, respirant doucement. Il sortait un chuchotement de sous chaque oreiller. Le dick s'arrêta et, se penchant sur l'un des petits lits, écouta attentivement. « Cours élémentaire de sentiments des classes sociales, disiez-vous ? Faites-le répéter un peu plus haut par le pavillon. » À l'extrémité de la pièce, un haut-parleur faisait saillie sur le mur. Le directeur s'y rendit et appuya sur un interrupteur. « Sont tous vêtus de vert, » dit une voix douce, mais fort distincte, commençant au milieu d'une phrase. « Et les enfants Delta sont vêtus de kaki. »« Oh non, je ne veux pas jouer avec des enfants Delta. Et les Epsilon sont encore pires, ils sont trop bêtes pour savoir lire ou écrire. Et puis, ils sont vêtus de noir, ce qui est une couleur ignoble. Comme je suis content d'être un bêta. » Il y eut une pause. Puis la voix reprit. « Les enfants alpha sont vêtus de gris. Ils travaillent beaucoup plus dur que nous, parce qu'ils sont si formidablement intelligents. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta, parce que je ne travaille pas si dur. Et puis, nous sommes bien supérieurs aux gamma et aux delta. Les gammas sont bêtes. Ils sont tous vêtus de vert, et les enfants delta sont vêtus de kaki. Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants delta. Et les epsilon sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir. » Le directeur remit l'interrupteur dans sa position primitive. La voix se tut. Ce ne fut plus que son grêle fantôme qui continua à marmotter dessous les 80 oreillers. Ils entendront cela répéter encore 40 ou 50 fois avant de se réveiller. Puis, de nouveau jeudi, et samedi de même. 120 fois, 3 fois par semaine, pendant 30 mois. Après quoi, ils passeront à une leçon plus avancée. Des roses et des secousses électriques, le kaki des deltas et une bouffée d'assa fétida, liés indissolublement avant que l'enfant sache parler. Mais le conditionnement que des paroles n'accompagnent pas est grossier et tout d'une pièce. Il est incapable de faire saisir les distinctions plus fines, d'inculquer les modes de conduite plus complexes. Pour cela, il faut des paroles, mais des paroles sans raison. En un mot, l'hypnopédie. La plus grande force moralisatrice et socialisatrice de tous les temps. Les étudiants inscrivirent cela dans leur calepin. Le savoir puisé directement à la source. De nouveau le directeur toucha l'interrupteur. « Si formidablement intelligent, disait la voix douce, insinuante, infatigable. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta, parce que... » Non pas tout à fait comme des gouttes d'eau, bien que l'eau en vérité soit capable de creuser à la longue des trous dans le granit le plus dur, mais plutôt comme des gouttes de cire à cacheter liquide, des gouttes qui adhèrent, s'incrustent, s'incorporent à ce sur quoi elles tombent, jusqu'à ce qu'enfin le roc ne soit plus qu'une seule masse écarlate, jusqu'à ce qu'enfin l'esprit de l'enfant, ce soit ces choses suggérées, et que la somme de ces choses suggérées, ce soit l'esprit de l'enfant, et non pas seulement l'esprit de l'enfant, mais également l'esprit de l'adulte, pour toute sa vie. L'esprit qui juge et désire et décide, constitué par ces choses suggérées. Mais toutes ces choses suggérées, ce sont celles que nous suggérons, nous. Le directeur en vint presque à crier dans son triomphe. Que suggère l'État ? Il tapa sur la table la plus proche. Il en résulte, par conséquent... Un bruit le fit se retourner. « Oh, Ford !» dit-il d'un autre ton. « Voilà que j'ai réveillé les enfants. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.